Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le magazine de Ça m'intéresse, le magazine de la curiosité. Tout de suite la rubrique Histoire. À Lyon, une exposition retrace cette époque. Occupation, le temps des restrictions. Dès l'été 1940, la guerre transforme chaque jour des Français en une course contre la faim. Les privations continueront après la fin du conflit jusqu'en 1949. Texte Laurent Dubcé-Châtelain. Attendez, juste une petite pause. On voit bien que tu n'as pas connu la guerre. Pour avoir négligé de finir notre assiette, nous sommes nombreux à avoir entendu nos parents ou nos grands-parents pousser ces cris indignes. Mais quelle souffrance ont-ils donc enduré pour que le souvenir en soit aussi vivace? Des décennies après la fin du conflit, cette histoire commence pour les Français avant même l'occupation allemande. Dès octobre 1939, un mois après la déclaration de guerre, les conditions d'un désastre alimentaire sont déjà là. L'agriculture est désorganisée et les paysans ont été appelés sous les drapeaux. Les précieux chevaux indispensables au labourage, sont eux aussi réquisitionnés pour les combats. En prime, certains produits comme la viande sont réservés en priorité au ravitaillement des troupes. Devant la menace de pénurie, les autorités demandent aux boucheries de fermer 3 jours par semaine, mais les vraies restrictions restent à venir. En juin 1940 surviennent la défaite et l'armistice. Les conditions de ce dernier, imposées par les Allemands, sont draconiennes. La France doit assurer intégralement l'entretien de l'armée nazie sur son territoire. Formule vague qui permet au Reich de confisquer 15% à 20% de la production agricole française. Une bonne partie s'est expédiée d'office de l'autre côté de Rhin pendant tout le conflit. La France va servir de garde-manger à l'Allemagne. Le ravitaillement général met en place des cartes de rationnement. Le gouvernement de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, créant au service de la ravitaillement ressources générales chargé de répartir les maigres ressources sur l'ensemble du territoire français. Chaque département est classé selon ses capacités agricoles excédentaires, comme le Cher par exemple. Autosuffisant ou déficitaire, c'est le cas principalement des grandes villes, explique l'historien Fabrice Grenard, auteur du livre Les Français sous l'occupation en 100 questions. Le ravitaillement général prélève les excédents des premiers pour les redistribuer aux derniers. Sur le papier, le système est logique et juste, mais il va rapidement se confronter à la réalité. Le carburant manque pour faire fonctionner les camions de ravitaillement, même quand ils peuvent rouler. Ils se heurtent aux incombables barrages dressés sur les routes par les autorités allemandes. Dès l'approvisionnement des villes devient aléatoirement le gouvernement de Vichy, mais également de contrôler des marchandises. Le rationnement, il s'agit de fixer la quantité de nourriture à laquelle chaque Français a droit pour éviter que les plus fortunés ne se taillent la part du lion simplement en payant plus cher. Ainsi a été décidé en septembre 1940 que chaque adulte ne peut plus acheter que 350 grammes de pain par jour, 360 grammes de viande par semaine et 200 grammes de matière grasse par mois. Suivant leur âge, leur situation familiale ou leur profession, les Français ont accès à une ration plus ou moins importante. La population est partagée ainsi en 7 catégories. Bébés, moins de 3 ans, enfants de 3 à 6 ans, enfants de 6 à 12 ans, adultes de 12 à 70 ans n'effectuent pas de travaux de force. Adultes effectuant des travaux de force, adultes travaillant au champ et enfants, personnes âgées plus de 70 ans. Une 8e catégorie sera bientôt ajoutée, celle des femmes enceintes ou allaitantes. Le lait, par exemple, leur sera réservé ainsi qu'aux enfants et aux personnes âgées, tandis
que le vin sera attribué en priorité aux travailleurs de force. Presque tous les produits courants sont également limités, le riz, les pâtes, les pommes de terre et les prix de vente. Les rutabages étaient jadis réservés aux animaux. Sont fixés par le gouvernement. Les Français apprennent à se servir de petites feuilles cartonnées qui leur tiennent lieu désormais de passeport alimentaire. Les cartes de rationnement, ils doivent les présenter au magasin d'alimentation pour acheter les produits auxquels ils ont droit. En échange d'un pain de 350 grammes ou un quart de litre de lait, ils donnent le coupon de la carte correspondante à cette denrée aux commerçants. De sorte que quand tous les coupons ont été utilisés, il ne leur reste plus qu'à se serrer la ceinture, jusqu'à ce que les cartes suivantes leur soient délivrées. Un marché clandestin se met vite aux places. Dès le début, précise Fabrice Grenard, les agriculteurs cachent une partie de leur récolte. Idem pour les grossistes et les détaillants qui dissimulent des marchandises afin de les revendre plus cher. À Paris, sur ce marché qu'on appelle noir, le pain peut aussi s'écouler à des prix 5 à 10 fois supérieurs aux tarifs officiels. Quant au beurre, en 1942-1943, il atteint 500 francs le kilo, sachant qu'un ouvrier qualifie gagne-pain le double chaque mois, mais d'autres clients sont preneurs. Les grands restaurants, par exemple, emploient des intermédiaires qui vont se fournir à la campagne, indiquant Fabrice Grenard. Vous vendez-vous poulet au service de ravitaillement 10 francs, nous on vous l'achète 50, disent-ils aux fermiers. Et peu importe si le marché noir est paisible de peine de mort. Les tribunaux sont encombrés, les prisons pleines, la majorité des affaires se soldent par une fermeture de boutique pendant 2 ou 3 mois, un placement temporal au camp d'internement ou la plus souvent une amende pour ceux qui n'ont pas les moyens de se fournir sur ce marché parallèle, autant dire l'immense majorité de la population. Chaque journée constitue une épuisante course contre la faim. Les femmes sont en première ligne. On a calculé qu'entre 1940 et 1945, elles passent 3 heures par jour à faire la queue, d'abord au guichet de la mairie pour récupérer leur coupon de ravitaillement, et ensuite dans les files d'attente des magasins. On a le droit d'acheter que dans une seule boutique, précise Fabrice Grenard. Alors les femmes y voient très pour éviter de trouver porte close. Résultat, les trottoirs sont bordés dès le matin. Parfois, elles patientent pour rien. Après 1 heure ou 2, le magasin ferme car tous ses stocks sont épuisés. Elles retenteront leur chance le lendemain, dès l'aube. Mais les journées ne s'arrêtent pas là. Certaines ont de la famille à la campagne. Elles enfourchent leur vélo pour se rendre à 50 ou 80 km de là, dans l'espoir de récupérer quelques œufs, quelques pommes de terre. D'autres partent cultiver des légumes dans les jardins collectifs alloués à la population pour le régime de Vichy. D'autres encore tentent désespérément de faire cuire les ratabages aux tubercules jadis réservés aux animaux. On en trouve un peu plus sur les marchés que d'autres aliments, tout simplement parce que c'est immangeable. Les Allemands n'en veulent pas. Ça fait rappeler trop les privations endurées lors de la Première Guerre mondiale. Rien ne se perd, tout se transforme. Face à la pénurie, les Français développent le système et humour. Faute de nourriture, l'inventivité est la denrée la mieux partagée. Des dizaines de livres de cuisine proposent des menus adaptés à l'ère du temps. Dans 340 recettes de cuisine pour les restrictions alimentaires, les auteurs conseillent ainsi de ne pas jeter les miettes de pain à la fin du repas et de s'en servir pour faire de la chapelure, de garder les os pour distiller un peu de graisse, de remplacer le café par des noisettes ou des glands grillés. Mais la recette la plus fameuse, c'est encore celle que ça répète les ménagères dans une des histoires drôles de l'époque. Pour faire une omelette, prenez 3 œufs, commencez l'histoire. À qui interrompt aussitôt une voix moqueuse. En 1942, les Allemands envahissent tout le pays. Leurs ponctions sur les récoltes, limites surtout jusqu'à la zone occupée, s'étendent désormais à l'ensemble du territoire. Le ravitaillement devient plus difficile. Il relèvera de la mission impossible
2 ans plus tard, lorsque les routes seront bombardées par l'aviation alliée partout dans le pays, les Français chassent la faim à coups d'initiatives désespérées, parfois suicidaires. À Nice, on mange les coquillages sont comestibles. De peur impitoyable, l'administration retire la carte de ferme enceinte, celles qui font une fausse couche, généralement causée par les privations, la double peine. Les premières victimes de la dénutrition sont les enfants, les vieillards et les malades mentaux. À la fin du conflit en 1945, le Français ingère en moyenne 1500 calories par jour et plus 1100 à 1200 dans les grandes villes, contre plus de 3000 calories aujourd'hui. Concernant la dénutrition, le maréchal Pétain a assuré en 1940 que les plus jeunes seraient épargnés. En réalité, c'est tout le contraire qui se produit. En 1938, la mortalité infantile est de 70 à 1000. Elle grimpe à 93 000 en 1940 et à 112 000 en 1945, contre 3,5 sur 1000 de nos jours. À l'autre bout de l'échelle, les vieillards sont aussi durement touchés par la malnutrition. Dans les hospices, ils sont près de 50 000 à en mourir avant la libération. La famine fait aussi 45 000 morts dans les asiles psychiatriques, dans la sculptrice Camille Claudel en 1943. Pour tout l'armistice de 8 mai 1945 a un goût de délivrance. Dans un élan de joie, beaucoup de Français déchirent leurs cartes d'alimentation. Erreur, car certains denrées seront illimitées jusqu'en 1949. Et le service de rationnement lui-même se fermera ses portes qu'en cette même année 1949. Il faut dire attendre les années 1950 pour se décler des fruits d'une société d'abondance. Pour aller plus loin, livre Les Français au quotidien 1938-1949, Éric Alary, Bénédicte Verger, Charignon et Gilles Jauvray, édition Perrin. Les Français son occupation en 100 questions. Fabrice Grenard avec Jean-Pierre Akema, édition Talendier. Exposition Les jours sont au Centre d'histoire de la Résistance et de la déportation à Lyon jusqu'au 29 janvier 2018. Des objets d'époque, des témoignages, enregistrent des extraits du film et même des chansons. Je vous remercie d'avoir écouté cette rubrique sur l'histoire. Prochainement, dans la même magazine, les petits secrets des guides touristiques. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de j'aime le commentaire. Sur ce, tout le monde, ciao ciao.